Ceci étant dit, on s'était arrêté sur ça. D'accord? Voilà, on a réglé ce petit truc. J'ai reçu une question à laquelle j'ai même pas eu le temps de répondre et à laquelle l'étudiant a répondu lui-même, mais qui est quand même important et qui prouve que j'ai peut-être pas été suffisamment clair. Ce qui est indiqué par ce graphique, c'est la tension de vapeur, donc la pression partielle maximale que peut atteindre un gaz en équilibre avec le liquide correspondant. Mais si on est à tant de pourcents d'humidité, en l'occurrence, ou de tant de pourcents de saturation pour un quelconque autre gaz et un quelconque autre liquide, ça veut dire qu'on n'a qu'une fraction de cette valeur maximale de la pression. Là, en l'occurrence, on est à 50% d'humidité, donc ce sera seulement 50% de la valeur indiquée par le graphique qui doit être utilisée. Ou dans l'exercice que j'avais donné pour Isola 2000, 83% de la valeur qui était indiquée. C'était 3000, je crois, donc 83% de 3000, 2500. Voilà. On est bien d'accord? Donc cette fraction, ce pourcentage de saturation, c'est pour tous les gaz, pour tous les liquides. Et quand c'est le cas de l'eau, on parle plutôt de taux d'humidité, pourcentage d'humidité. Mais c'est la même chose formellement. D'accord? Juste qu'on lui a donné un nom spécial parce qu'on l'utilise plus souvent. Ceci étant fait, on peut, voilà, ça va arriver, reprendre cette question que je vous avais posée. J'espère que vous y avez un peu réfléchi. Donc on souffle sur une boisson chaude pour la refroidir avec de l'air frais. Non, non, ce n'est pas du tout pour ça qu'on souffle sur une boisson chaude. Ce n'est pas pour la refroidir avec de l'air frais. C'est pour la refroidir avec de l'air plus sec. Hein? Oui. Quand on souffle sur une boisson, ce que l'on veut, c'est rompre l'équilibre qui existe entre le liquide et sa vapeur. Quand on est à l'équilibre, la quantité de liquide qui s'évapore est exactement égale à la quantité de gaz qui se recondense. Donc en gros, l'échange est complètement nul au niveau thermique. D'accord? On perd autant d'énergie au niveau du liquide qu'on en regagne par la condensation du gaz. Donc en gros, il ne se passe rien si on laisse la chose en état. Mais si on souffle, on renouvelle le gaz qui se trouve juste au-dessus du liquide. Et en le renouvelant, on rompt l'équilibre. Si l'air qu'on vient d'envoyer sur le liquide n'est pas à 100% d'humidité, à saturation, on va pouvoir à nouveau évaporer une grande quantité de gaz, de liquide qui va se transformer en gaz. Donc extraire une grande quantité de chaleur. Et c'est pour ça qu'on souffle, pour renouveler le gaz qui est juste au-dessus du liquide trop chaud et permettre au liquide à nouveau de s'évaporer. De s'évaporer sans compensation de la condensation. D'accord? Puisqu'on n'est plus à l'équilibre. Et ça permet de réfléchir à la deuxième question que je vous ai posée. D'accord? Est-ce que c'est plus efficace de souffler ou d'envoyer de l'air chaud avec un sèche-cheveux? Eh bien, maintenant qu'on a parlé de ça, vous pouvez recommencer à y réfléchir. C'est vache, je sais, mais c'est comme ça. Et je vous en pose une autre pour qu'on puisse en discuter à la fin du cours. Ça ne semble pas évident comme ça, mais il y a effectivement un point commun entre le saucisson, les momies et l'hémolyse des globules rouges. Réfléchissez-y pendant qu'on fait le cours, et on en discute à la fin. En attendant, on en était, pour reprendre cette fois-ci le défilé, on en était à avoir étudié donc ce phénomène d'évaporation pour un liquide pur. D'accord ? Eh bien, qu'est-ce qui se passe si on étudie le même phénomène, mais du point de vue cette fois-ci d'une solution? On a toujours notre solvant, simplement le liquide pur maintenant, qui est toujours en bleu dans mon dessin, a été additionné d'un soluté, un ou plusieurs
d'accord, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais d'un soluté qui fait que ça doit changer un tout petit peu les choses. J'ai laissé en gris sur le côté le résultat principal qu'on avait obtenu, d'accord? À savoir que la pression, la tension de vapeur que l'on a pour le liquide pur, c'est une constante à température donnée, d'accord? C'est une constante à température donnée. Et là, a priori, cette valeur-là. Si maintenant je raisonne sur ma solution, je vais toujours avoir de l'évaporation et de la condensation. Il n'y a pas de raison, mon solvant, il est toujours là, il a toujours des propriétés qui lui permettent de s'évaporer et éventuellement de se condenser. Est-ce que ça va changer les choses au niveau de ces vitesses d'évaporation et de condensation? Pour ce qui est de la vitesse d'évaporation, si on a de l'évaporation, on aura à nouveau une pression partielle en gaz qui va apparaître. Donc, a priori, pour l'instant, pas de grosse différence. Si, vous vous rappelez, je l'ai dit, je l'ai précisé, la vitesse d'évaporation, un des principaux paramètres qui la contrôle, c'est la surface d'évaporation. Eh bien, moi, je prétends là que cette surface, elle a changé. Tout l'espace qui est en surface de notre solution est occupé non pas par des molécules de solvant, mais par des molécules de soluté, a disparu du point de vue du solvant. C'est la surface qui n'est plus disponible pour l'évaporation, puisqu'il n'y a plus de molécules de solvant en surface à cet endroit-là. S'il n'y a plus de molécules de solvant en surface à cet endroit-là, ça veut dire que le solvant ne peut pas s'évaporer ici. Et plus il y aura de soluté, moins il y aura de surface disponible pour le solvant pour s'évaporer. Alors de combien a été réduit cette surface de solvant effectif donc, pour l'évaporation? Ce n'est pas très compliqué à raisonner en fin de compte. Si on a 100% de solvant, on a 100% de la surface. Si on a 50% de solvant, on n'aura que 50% de la surface. Si j'en ai 80%, j'aurai 80% de la surface. Donc en gros, j'ai juste à multiplier ce que j'avais avant, le taux d'évaporation de mon solvant quand il est pur, par la fraction molaire de mon solvant. D'accord ? J'en ai moitié moins, ça s'évaporera moitié moins vite parce que j'ai moitié moins de surface. On est bien d'accord qu'ici, on raisonne sur une solution idéale. Donc le solvant a des propriétés qui sont similaires avec les solutés. Et globalement, la surface d'une molécule de solvant ne doit pas être très différente de la surface d'une molécule de soluté. C'est pour ça que je peux faire cette approximation-là. D'accord ? Ça veut donc dire, puisque je réduis la vitesse d'évaporation, que forcément, je vais réduire ma pression partielle du solvant gazeux. Ben oui, s'il s'évapore moins vite, j'arriverai à en faire moins. D'accord ? Est-ce que ça va changer la vitesse de condensation ? La vitesse de condensation, elle s'en fiche un petit peu de l'état de surface, d'accord ? C'est la quantité de mol de gaz qu'on avait, donc la pression partielle, et puis un taux de retour qui dépend juste de la température. Donc a priori, la vitesse de condensation VC, ce sera toujours KCPA, il n'y a pas de raison qu'elle change, celle-là, elle ne changera pas. Donc on aura simplement une vitesse d'évaporation qui sera plus faible, mais une vitesse de condensation qui restera toujours proportionnelle à ce qu'on avait, donc la même chose que précédemment. Ça veut donc dire que quand je serai à l'équilibre, ma vitesse de condensation sera égale, comme tout à l'heure, à la vitesse d'évaporation. Mais cette vitesse d'évaporation, elle est plus petite. On est bien d'accord que XA, c'est un chiffre qui est compris entre 0 et 1. D'accord ? C'est la fraction molaire, donc c'est forcément inférieur à 1. Ou au maximum égal à 1 si le solvant est pur. Et si je réarrange donc ce que je viens de dire, simplement les deux vitesses sont égales, ça me fait que la pression partielle du solvant, dans l'atmosphère qui se trouve juste au-dessus, elle est proportionnelle à sa fraction molaire fois le rapport kV/Kc. Et c'est pour ça que j'avais laissé dans la partie grise ce à quoi est égal
kV sur Kc, ça, c'est la tension de vapeur du solvant pur. On peut donc écrire que quand on a une solution dont la fraction molaire du solvant est égale à XA, la pression partielle de ce solvant dans l'atmosphère qui le surplombe sera simplement égale à la fraction molaire fois la tension de vapeur, c'est-à-dire la pression partielle qu'on obtiendrait si le solvant était pur à la même température. Vous mettez du sel dans l'eau, d'accord? Quand vous faites bouillir des pâtes, vous allez très légèrement abaisser la tension de vapeur, la pression partielle en eau, juste au-dessus de la casserole d'eau. Voilà. C'est important. En l'état tel que je viens de le dire là, pour vous, non, pas trop. Mais on va en déduire des conséquences qui sont, par contre, beaucoup plus fondamentales. Il se trouve simplement que cette manière d'introduire les choses, elle permet de découvrir les autres de manière relativement, quelque part un peu plus simple et un peu moins brutale que ce qu'on présente d'habitude. Donc j'insiste, ça, c'est pour une solution idéale. Et si ma solution est idéale, le raisonnement que je viens de suivre pour A, il n'y a strictement rien qui m'empêche de le suivre pour B. Après tout ce que je viens de dire pour A, je peux le dire pour B. D'accord? Donc, dans le cas d'une solution idéale, je peux aussi écrire que la pression partielle en B au-dessus de cette solution, c'est la fraction molaire de B fois la tension de vapeur de B. Et si j'avais un troisième composé pour C et pour D, etc., je peux continuer la liste. Si la solution est idéale, d'accord? Parce que j'étais parti de ce postulat-là au départ. Donc c'est important, dans une solution idéale, la pression partielle est simplement la fraction molaire fois la tension de vapeur. Cette relation-là, c'est ce qu'on appelle la loi de Raoult. Quand on dit la loi de Raoult, d'accord? C'est celle-ci. Raoult, il en a fait plusieurs, et on parle quelquefois des lois de Raoult, et c'est tout un ensemble qui vient avec. Mais la loi de Raoult, a priori, c'est à celle-ci qu'on fait référence, quand on le met au singulier, en tout cas. Il y a un petit corollaire avec ça qui simplifie un peu les choses souvent. Si au lieu d'avoir une simple solution idéale, on a une solution idéalement diluée, c'est-à-dire une concentration extrêmement faible du soluté dans le solvant, et que ce soluté est quasiment pas volatile, donc très peu volatile, il s'évapore très peu. Dans ce cas, bien évidemment, puisque la solution est idéalement diluée, j'ai le droit d'appliquer la loi de Raoult au solvant, et puisque le soluté est quasiment non volatile, sa pression partielle sera égale à 0 puisqu'il ne s'évapore pas. D'accord? Et ça, c'est important comme résultat. Oui, si je prends simplement l'exemple que je vous ai donné juste avant, de l'eau salée, d'accord? Le chlorure de sodium, en tout cas, aux températures auxquelles on peut le soumettre quand on fait bouillir de l'eau, c'est non volatile. Donc, la tension de vapeur du chlorure de sodium au-dessus de votre eau salée, ce sera 0. Et on aura simplement un abaissement de la pression partielle du solvant, de l'eau au-dessus du liquide. D'accord? Je précise juste que cette loi de Raoult, elle est aussi quelquefois connue sous le nom de loi de la tonométrie. Vous étonnez pas si vous voyez ce mot-là, c'est pas à retenir, mais si jamais vous voyez ce mot-là à la place, elle est connue aussi sous ce nom-là. On va prendre le problème en sens inverse. Cette fois-ci, j'ai un mélange gazeux au-dessus du solvant. D'accord? C'est juste pour le prendre dans l'autre sens. Mais vous allez voir, on pourra généraliser par la suite. Parce que c'est quelque chose de relativement courant. J'ai un mélange gazeux au-dessus du solvant. Ça arrive souvent, ça? Ça arrive tout le temps, en fait. Voilà.
Des gaz qui sont au-dessus de liquides, on a ça quasiment en permanence. Donc c'est une situation courante, très présente dans notre environnement. Évidemment, tout ce que j'ai dit précédemment, dans l'autre sens, en partant du solvant qui passait sous forme gazeuse, je peux très bien le réappliquer là maintenant, mais en partant du gaz. Ce gaz, qu'est-ce qui lui empêche de se condenser, de passer dans la phase liquide? Ben, rien, a priori, il peut le faire. Il pouvait le faire précédemment. De quoi va-t-on avoir besoin pour que ça se produise? D'avoir des molécules de gaz qui sont à proximité de la surface, avec une énergie thermique, donc cinétique, suffisamment faible pour pouvoir être incorporées dans le liquide. C'est tout. Juste besoin de ça. Donc, même situation que tout à l'heure. Ici, on aura donc une vitesse de condensation, si ça veut bien avancer, qui sera simplement, comme précédemment, proportionnelle à la pression partielle du gaz. Normal. Et puis à nouveau une constante. D'accord? Une constante. Donc ici, vous avez vu, j'ai mis un S parce qu'on parle plutôt de solubilité que de condensation. D'accord? On ne transforme pas vraiment ce gaz en liquide, on le met en solution. Donc on a tendance à parler de solubilité des gaz. Mais globalement, c'est la même chose, la même relation que précédemment. D'accord? Cette constante, elle dépend de la température, point. On va considérer ça de la surface, bien entendu, mais ça, on a déjà dit qu'on avait réglé le problème en rapportant ça à la surface. Et puis, pour l'évaporation, une fois qu'il y aura enfin du gaz dissous dans le liquide, ce sera la même chose. D'accord? On aura un taux d'évaporation qui sera proportionnel à la fraction molaire du gaz et à une constante qui ne dépend que de la température, encore une fois. Si elle a suffisamment d'énergie, elle sort, et puis voilà. Bon. Donc c'est la même situation que précédemment. Ouais, fondamentalement, ce n'est pas si différent. Vous voyez qu'on est sur le même type de raisonnement. On avance de la même manière. Alors évidemment, cette constante-là, ce n'est pas la même que précédemment, elle est différente. D'accord? Elle est construite de la même manière, mais elle est propre, a priori, à ce gaz-là. Vous avez vu que là, je l'ai noté de deux manières différentes. Ben oui, parce qu'à la limite, transformer une fraction molaire en concentration, ce n'est pas très compliqué. On a vu ensemble que passer d'un type de concentration à un autre type de concentration, ce n'est pas dur, on a juste à multiplier par ceci ou par cela, la masse molaire, etc., ce genre de trucs-là. Donc ça veut dire que, ici, mon équilibre, ma pression partielle en gaz, l'exprimer par rapport à la fraction molaire du gaz dans la solution ou par rapport à sa concentration, c'est la même chose. C'est juste que les valeurs numériques des deux constantes seront différentes. Et il se trouve que dans cette loi-là, qu'on appelle la loi de Henry et qu'en général on écrit comme ça, mais on en trouve plein d'autres écritures, eh bien, nos collègues chimistes n'ont pas fait fort parce qu'ils ont utilisé à peu près toutes les manières d'écrire cette formule-là qu'il était possible d'utiliser. Donc on va la trouver sous cette forme-là, mais on la trouvera aussi comme ça, 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 comme ça. Voilà. Et tout ça, tous les H que vous avez là, avec toutes les définitions qui sont là, on appelle ça la constante de Henry, quelle que soit la manière dont elle a été présentée. Ça fait un beau bazar, ouais. Mais globalement, l'idée, c'est que la concentration d'un gaz, elle est proportionnelle à la pression partielle de ce gaz au-dessus du liquide. Voilà, on en retient ça. C'est exactement ce qui est écrit. Et il se trouve que dans le cas des gaz en particulier, mais on pourrait faire ça pour les autres solutés, cette concentration des gaz dans les liquides est souvent très très faible. Et comme elle est très faible, c'est surtout les propriétés du solvant qui comptent. Et il se trouve que ces constantes de Henry qu'on a ici,
On a constaté expérimentalement qu'elle dépendait du solvant et moins du gaz. Il y a une relation avec le gaz, mais c'est surtout le solvant qui compte. D'accord ? Donc on a une relation du solvant et du gaz. Les deux vont être importantes et le solvant a vraiment beaucoup d'importance. Et donc on va trouver dans les bouquins des tableaux de ce type-là, avec ce tableau, c'est pour le solvant eau, d'accord ? H2O. Donc, un tableau pour l'eau, différents gaz et les valeurs de la constante de Henry. Des tas de valeurs de la constante de Henry, selon la manière dont elle a été calculée. Vous devez donc être, et c'est ça qui est important, la formule de Henry, elle est simple, d'accord ? Voilà. La pression partielle, c'est une constante fois une concentration. Donc, ce n'est pas compliqué. Ou, selon comment cette constante a été calculée, c'est la concentration qui est égale à une constante fois la pression partielle. Parce que les deux sont utilisables. Et donc, comment on sait quelle formule utiliser et comment s'en sortir avec ça ? Eh bien, la seule solution, c'est de regarder les unités de la constante qu'on vous fournit. Selon les unités de la constante qu'on vous fournit, vous saurez comment a été calculée la constante de Henry, et donc vous saurez comment l'utiliser. Je prends la première colonne du tableau que vous avez là. Celui-là, je l'ai sorti de Wikipédia, hein, d'accord ? Mais vous prenez un gros bouquin, il me semble qu'il y a un tableau équivalent dans le bouquin que je vous avais conseillé, d'accord ? Donc il y a ce tableau-là, il y en a un dans quasiment tous les bouquins de chimie, un tableau avec des constantes de Henry, vous allez les voir, et vous allez voir que souvent, il n'y a pas qu'une colonne, il y en a plusieurs avec différentes unités, et puis s'il n'y en a qu'une, il faut savoir comment elle a été calculée. Là, si vous regardez la première, elle est en litres atmosphère par mol. C'est donc une pression divisée par une concentration. Voilà comment a été calculée cette formule. C'est marqué au-dessus, hein. Mais rien que par l'unité, vous savez comment a été trouvée cette valeur-là. Celle d'après, vous voyez qu'on l'a calculée à l'envers. Voilà. Pourquoi ? Pour emmerder le monde, c'est tout. Voilà. Parce qu'ils n'ont pas été foutus de se mettre d'accord sur une définition stricte du calcul et de la présentation de la loi de Henry. C'est tout. La suivante, vous voyez que si elle est juste en atmosphère, c'est forcément qu'on a une fraction molaire qui a été utilisée, mais une fraction molaire en dessus ou en dessous ? Là, on ne sait pas. D'accord ? Donc, c'est à éviter. Mais voilà ce que vous avez. Histoire que ce soit à peine plus clair, je vous demande, ça va apparaître, quelle est la concentration à l'équilibre en dioxygène, donc une concentration en mol par litre, hein, en dioxygène dans l'eau à 25 degrés, parce que le tableau que vous avez là, il est donné à 25 degrés. D'accord ? Donc la concentration à l'équilibre en dioxygène dans l'eau à 25 degrés. Je vous ai laissé la ligne qui va bien. Sur vos téléphones, vous avez tous des calculatrices, d'accord ? Ça prend 10 secondes pour faire le calcul. Vous renvoyez la valeur et voilà, vous verrez si vous avez compris. Je rappelle que vous avez le droit d'en discuter avec votre voisin, ça ne me pose pas de problème. Tant que le niveau sonore reste raisonnable, vous pouvez discuter avec votre voisin de la meilleure manière de faire ce calcul.
de pourquoi vous avez raison et lui tort. Bon, sachant qu'il n'y a pas de problème de majorité, là, hein, ce n'est pas la majorité qui a raison, hein, c'est la bonne réponse qui a raison, d'accord? On n'est pas en politique, on est en science. Ah, il y a un calcul, ça monte moins vite le taux de réponse, là. Je voudrais que vous marquiez quelque chose quand même dans le tableau qui est là-bas derrière. Vous avez remarqué, en tout cas c'est vrai pour la première colonne, les constantes de Henry qui sont données ici sont toutes très grandes. D'accord? Ça sous-entend, puisque la constante de Henry telle qu'elle est calculée là est très grande, que les concentrations des gaz sont petites. Et c'est une réalité. D'accord? Les gaz sont en fin de compte, en tout cas dans l'eau et dans beaucoup de solvants, assez peu solubles. Et quand on regarde ça d'un peu plus près, on constate que ces constantes de Henry, elles dépendent de la température, ça je l'ai déjà dit, mais elles baissent avec la température. Les gaz sont d'autant moins solubles que la température du solvant est élevée. Et vous l'avez déjà vu ça. Tous, vous l'avez déjà vu que les gaz étaient moins solubles à chaud qu'à froid. Vous l'avez déjà vu parce que j'imagine, j'ose pas imaginer que vous ayez jamais fait bouillir de l'eau. Vous avez tous déjà fait bouillir de l'eau. Qu'est-ce qui se passe quand on fait bouillir de l'eau? Ça chauffe, on est d'accord. Et puis à un moment, vous avez sans doute constaté, alors que l'eau n'est pas très chaude, elle commence à chanter. Elle fait un petit bruit. Et il y a des petites bulles qui se forment à l'intérieur. Mais on est aux alentours de 40-45 degrés. Ce n'est pas une ébullition. D'accord? L'ébullition, on a vu hier ce que c'était. Il faut atteindre 100 degrés Celsius sous pression atmosphérique pour qu'on ait une ébullition. Donc s'il y a des bulles qui se forment dans le liquide aux alentours des 40-50 degrés, ça ne peut pas être une ébullition. Non, c'est tout simplement qu'en augmentant la température de l'eau, on a baissé la solubilité des gaz. Ces gaz commencent à sortir de l'eau, et bien ils sortent de l'eau sous forme de bulles à l'intérieur du liquide. D'accord? Donc vous l'avez déjà vu. C'est aussi une des raisons pour lesquelles, par les étés qui sont vraiment très très chauds, on retrouve des tas de poissons, le ventre en l'air, à la surface des rivières. La température augmente, la solubilité du dioxygène baisse, il n'y a plus assez de dioxygène dans l'eau, les poissons commencent à crever parce qu'ils sont asphyxiés. Ça monte moins vite qu'hier, hein, quand même. Hein. C'est plus dur. Hein. Allez, on va passer quand même à la suite parce que sinon, on ne va pas y arriver. Ça fait que 29% de bonnes réponses, par contre. Hein. Allez, on y va. Comment on obtient ça? La concentration du gaz, c'est la pression partielle sur la constante de Henry si je prends la valeur dans la première colonne. D'accord? Il faut que je sois cohérent. Ma formule doit être cohérente avec les unités de la constante que j'utilise. Ma constante, elle est en atmosphère par concentration, donc je dois utiliser une formule qui correspond à ça. D'accord? Et si vous mettez effectivement la constante dans ma formule de l'autre côté, j'ai bien une pression divisée par une concentration. Donc, c'est cette formule-là pour la valeur dans la première colonne. Si vous utilisez la valeur dans la deuxième colonne, ce serait l'inverse. On inverse pression et concentration. Je fais juste le calcul. Hein. La pression partielle du dioxygène dans l'air, c'est 20% de la pression atmosphérique. 20, 21, on s'en fiche, d'accord? Ça a peu d'importance, ça ne joue quasiment pas sur la valeur ici. Mais voilà, donc si j'ai une pression de 1 atmosphère, et là j'ai besoin d'une pression en atmosphère, je prends 0,2 atmosphères, 0,2 fois une atmosphère, d'accord? 20% d'une atmosphère. Je divise par le chiffre que j'ai là-haut. Alors on est bien d'accord hein, que si j'ai arrondi ma pression, je ne suis pas obligé de mettre tous les chiffres dans mon calcul. Un 770 ici aurait largement suffi hein, en termes de précision. On est bien d'accord.
et puis je trouve ma valeur, et puis voilà, ma valeur, c'est le résultat. Voilà. Alors, cette loi de Henry, elle est bien entendu utilisée pour les gaz, c'est ce qu'on vient de faire, mais elle est aussi valide pour tous les composés qui sont tous les solutés qui sont en très faible concentration. Donc pas que pour les gaz, mais aussi pour les solutés en très faible concentration. Et on va y revenir. Ah oui, cette concentration mol par litre, si vous la multipliez par la masse molaire, vous obtenez la concentration massique, la masse volumique partielle en dioxygène de la solution. Et on est bien d'accord qu'on devrait accompagner ça de la température parce que c'est une valeur qui dépend donc, de la constante qui dépend de la température. Et ce ne sera pas vrai à d'autres températures. Donc là, on a deux lois. La loi de Henry et la loi de Raoult, avec des constantes qui sont différentes. Alors on doit utiliser l'une ou on doit utiliser l'autre. Les constantes, effectivement, n'ont pas la même valeur pour le même couple soluté-solvant. Donc il y a un problème. Si c'est la loi de Raoult qui compte, ce que l'on devrait avoir quand on passe de 100% de A à 100% de B, c'est ce qu'on a ici, on devrait avoir une pression partielle en B qui suit cette ligne droite. Ben oui, la pression partielle en B, c'est la fraction molaire de B fois sa tension de vapeur. C'est une droite qui part de 0 et qui arrive à la pression, la tension de vapeur de B. Donc, si la loi de Raoult est vraie pour B, on devrait avoir ça. Si la loi de Raoult est vraie pour A, on devrait avoir ça. D'accord ? Voilà ce qu'on devrait avoir si la loi de Raoult est vraie pour les deux composés, A et B, c'est-à-dire qu'on est dans une solution idéale. Et ce qu'on observe, c'est ça, pour B. C'est-à-dire que ça ne va pas. Enfin, on colle bien à la loi de Raoult quand on est là-bas au bout. Mais alors, sur la première partie, pas du tout. Et puis, sur la partie du milieu, c'est carrément n'importe quoi. D'accord ? C'est carrément une courbe. La partie du bas, c'est la loi de Henry. La partie du haut, c'est la loi de Raoult. Et entre les deux, on n'a pas une solution idéale, donc on ne peut rien faire. Donc ici, on a une solution idéale pour le composé A. Ici, on a une solution idéale pour le composé B. Et entre les deux, on a une solution qui n'est pas idéale. Donc on ne peut ni appliquer la loi de Raoult, ni appliquer la loi de Henry. Ni l'une, ni l'autre. Et pour A, c'est exactement la même chose. Voilà la forme qu'elle a. Donc pareil. À forte concentration en A, c'est la loi de Raoult. À faible concentration en A, c'est la loi de Henry. Donc finalement, c'est relativement simple. Ça, c'est la pression totale, mais on s'en fiche, ce n'est pas important. La loi de Raoult s'applique aux solvants dans les solutions diluées. La loi de Henry s'applique aux solutés dans ces mêmes solutions diluées. Raoult pour les solvants, Henry pour les solutés, mais exclusivement dans des solutions qui sont diluées, c'est-à-dire que le solvant est très concentré, le soluté très peu concentré. Voilà, c'est finalement assez simple. Et entre les deux, on ne peut pas les utiliser. Ou on doit trouver des moyens de trouver des solutions. Mais on verra ça plus tard, comment on fait pour utiliser quand même les formules, même quand on n'a pas le droit de les utiliser. On en discute plus tard.